Grand comme 3 fois la France, l'Iran compte 80 millions d'habitants. Dès l'Antiquité, les routes caravanières de la soie traversaient l'Iran. De nombreux peuples sont arrivés dans le pays, s'y sont installés. Au 1er et 2e millénaire avant Jésus-Christ, ce sont les Mèdes, les Perses et les Parthes. Puis il y a eu Alexandre le Grand, les Arabes, les Turcs, les Mongols, les Afghans. D'importantes dynasties ont régné, marquant de leur empreinte l'histoire particulièrement riche de ce pays. De très nombreux sites sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. La partie centrale du pays que nous allons parcourir est un vaste plateau steppique de 1000 à 2000 mètres d'altitude, bordé par de hautes chaînes de montagnes. Téhéran, 12 millions d'habitants, est une ville moderne. Capitale seulement depuis la fin du XVIIIe siècle, c'est le centre politique, économique et intellectuel de l'Iran. Après un passage devant le ministère de la Justice, avec le portrait de l'imam Khomeini et du juge suprême Ramenei, nous arrivons au palais du Golestan, construit durant la dynastie turque Kadjar, au pouvoir de 1794 à 1925. La terrasse, l'Iwan, abrite un grand trône en marbre. Ce petit pavillon date du XVIIIe siècle. Les Kadjars étaient de piètres politiciens, mais de grands amateurs d'art. Les couleurs des céramiques, bleu et jaune, les motifs floraux et les vases sont caractéristiques de cette époque. Céramique et peinture sont aussi souvent inspirés de leur voyage en Occident. Le palais était utilisé pour les réceptions. Chez nous aussi. Il y a des petits blonds chez nous, il y a pas de petits bruns. What is on the speak English? Arhamon. Dans les rues, il est fréquent de trouver des boîtes à aumônes. Au-delà d'un grand portail, nous traversons un espace bordé par des bâtiments du ministère des Affaires étrangères, avant d'arriver au musée archéologique. Le musée abrite d'importantes collections d'objets des époques pré-islamiques du pays, depuis l'époque néolithique jusqu'à la fin de la dynastie sassanide, 3e siècle, 7e siècle après Jésus-Christ. Toutes ces belles poteries datent des 5e et 4e millénaires avant Jésus-Christ.
premier millénaire avant Jésus-Christ, c'est l'âge du bronze. Des bas-reliefs de la dynastie perse achéménide proviennent de Persépolis, 550-331 avant Jésus-Christ. Au musée des tapis est présentée une importante collection de tapis de toutes les régions du pays, datant essentiellement des 19e et 20e siècles. Chaque région a sa spécificité. Les tapis des villes, avec motifs, sont fabriqués sur un métier vertical. Les tapis des nomades, confectionnés sur un métier horizontal, ont des motifs géométriques. À l'inverse des sunnites, les chiites ne rejettent pas la représentation d'êtres vivants, animaux ou humains. Dominés par un volcan éteint de plus de 5000 mètres d'altitude, les quartiers nord de Téhéran, lieux privilégiés et résidentiels, abritent quelques réalisations de prestige. Un beau parc de loisirs fait la joie des enfants. La tour Milad, achevée en 2008, culmine à 435 mètres. Œuvre d'une très jeune femme architecte, le Pont de la Nature relie depuis 2014 deux parcs de la ville à 40 mètres au-dessus des autoroutes. C'est à la fois un passage piétonnier, un belvédère, un lieu de vie et de loisirs. La tour Azadi, ou tour de la Liberté, a longtemps été une grandiose porte d'entrée de la capitale. Elle a été achevée en 1971 pour les fêtes du 2500e anniversaire de la fondation de l'Empire perse, organisée par le Shah Reza Pahlavi. Nous poursuivons notre voyage vers le sud, quittant de nuit Téhéran bien illuminé. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, le roi Darius Ier entreprend la construction d'une nouvelle capitale pour symboliser la puissance des souverains achéménides. Pendant un siècle, ses successeurs vont poursuivre la construction de Persépolis. Quelques vestiges s'élèvent au-dessus d'une immense muraille.
Un escalier monumental mène à la porte des nations. Les sculptures étaient alors peintes de couleurs vives. Les visiteurs patientaient sûrement dans cette salle d'attente. Les chapiteaux, ornés de griffons adossés, supportaient les poutres. Une large avenue, autrefois bordée de hauts murs, mène à une seconde porte monumentale inachevée. On arrive ensuite à la salle des 100 colonnes. Un escalier décoré de bas-reliefs conduit au tripylon. Deux escaliers monumentaux au nord et à l'est, décorés de bas-reliefs, permettent d'accéder à la terrasse de l'Apadana, la grande salle d'audience où le roi recevait ses vassaux. Sur l'escalier est, longtemps enseveli et donc bien conservé, les représentants des 23 nations soumises viennent présenter leur tribut au souverain. Sur d'autres bas-reliefs, ce sont des nobles qui arrivent au palais ou des gardes. L'intérieur de l'Apadana. La sortie sud conduit au palais de Darius. De là, on peut atteindre un palais inachevé, très mal conservé. Et le palais de Xerxès qui donnait accès au harem.
un chemin de terre permet de rejoindre des tombeaux d'où l'on a une vue panoramique sur le site. دیروز والا خدا چقدر دوری روه مثل کنفرانس خبری. C'est à 7 km de Persépolis, dans les falaises, que Darius Ier et 3 de ses successeurs ont choisi de faire creuser leur tombeau. Sur la même falaise figurent aussi 8 bas-reliefs gravés au pied des tombeaux à l'époque sassanide, 3e, 4e siècle après Jésus-Christ. En face des tombeaux achéménides, une tour carrée, probablement construite durant le règne de Darius Ier, aurait servi à abriter le feu sacré des Achéménides. Ce bas-relief recouvre une sculpture élamite beaucoup plus ancienne, entre 9e et 7e siècle avant Jésus-Christ. À Pasargade, les vestiges sont moins bien conservés que ceux de Persépolis et plus dispersés. Capitale achéménide choisie par Cyrus II au VIe siècle avant Jésus-Christ, la ville a été reléguée au second plan à l'arrivée au pouvoir de Darius Ier. Pasargade n'a alors servi que lors des cérémonies d'investiture des rois achéménides. Dans cet autre édifice, une sculpture sous abri est le plus ancien relief achéménide intact. Pour récupérer de la chaleur écrasante, le chauffeur a la bonne idée d'offrir thé et café. La vallée entre Pasargade et Shiraz, irriguée, est une riche zone agricole. Des betteraves, un peu de vigne et surtout du blé, 2 récoltes par an. Avant la construction d'une grande route moderne, cette porte du XVIIIe siècle était la porte d'entrée de la ville. À présent, c'est devenu un lieu de promenade et de loisirs. Au jardin des Orangers, l'intérieur du pavillon est décoré dans le style Kadjar. Salon, pièces, véranda, murs intérieurs ou extérieurs, tout est paré d'une décoration foisonnante de miroirs, vases et décors floraux, plafonds peints souvent inspirés de la mode occidentale.
La mosquée Nasir al-Molk est typique des constructions Qadjar du XIXe siècle. Les façades et surtout les vannes sud sont recouverts de faïences caractéristiques de l'époque avec des motifs de fleurs en vase à forte dominante rose. Dans la salle de prière, les vitraux créent un jeu de lumière du plus bel effet. Une autre salle donnant sur la cour rend hommage aux généreux donateurs de la mosquée. En Iran, les mausolées rendant hommage à un imam sont nombreux. Le tombeau se trouve sous la coupole. Une partie du bazar est surtout fréquentée par les nomades Qashqai. Ils apprécient les vêtements chatoyants et brillants. Ce couple porte des vêtements typiques des Qashqai. Les bâtiments du XIIIe siècle ont été modifiés au siècle suivant, puis reconstruits après un séisme au XIXe siècle. C'est un lieu de pèlerinage important pour les musulmans chiites. Ce mausolée est interdit aux non-musulmans. Un second mausolée date de l'époque Qadjar. La mosquée du Vendredi est construite sur l'emplacement d'une mosquée safaride du IXe siècle. Les bâtiments actuels, beaucoup plus récents et souvent restaurés, sont ornés de belles mosaïques du XVIe siècle. Au milieu de la cour, une construction du XIVe siècle, puis restaurée au XXe,
aurait abrité des exemplaires des livres saints. La médersa Khan, construite en 1615, a été très rénovée. Après le vestibule, on pénètre dans la cour centrale, autour de laquelle se trouvent les chambres des étudiants. Nous venons d'arriver à un autre mausolée particulièrement éblouissant. C'est un lieu où les musulmans peuvent se recueillir, mais aussi se reposer en période chaude de Ramadan. Construit en 1935 au milieu d'un beau jardin, ce mausolée rend hommage au poète lyrique Hafez du XIVe siècle, considéré comme un maître dans le domaine de la poésie et particulièrement vénéré en Iran. عطر و عفاف ملکوت با من راهنشین باده مستانه زدند آسمان بار امانت نتوانست کشید قرعه کار به نام من دیوانه زدند. Un petit détour par un magasin de douceur avant de rejoindre le bazar. Attendez. Oui. À l'intérieur du bazar, le caravansérail était occupé par des bureaux de grossistes et des entrepôts. Les marchandises étaient ensuite distribuées dans les magasins de détail. Aujourd'hui, des artisans occupent les lieux. La citadelle du XVIIIe siècle, occupée par des bureaux, ne se visite pas. Une de ces 4 tours est curieusement penchée.
l'arrivée au restaurant, nous assistons à la fabrication du pain. La République islamique a fermé cinéma et boîtes de nuit. Pour contourner l'interdit, les jeunes se font conduire dans le désert pour faire la fête. La route entre Chiraz et Kerman traverse des zones désertiques. À 2 reprises, elle va longer un lac salé. Le sel est réservé à un usage industriel. Ce palais était un pavillon de chasse dans une zone autrefois verte. Il remonte au début de la dynastie sassanide, 3e siècle après Jésus-Christ. Des salles carrées sont recouvertes d'une coupole. La technique de la coupole était donc utilisée bien avant la conquête arabe. Nous abordons une zone plantée de nombreux figuiers. À Nériz, la mosquée très ancienne du Xe siècle est bien restaurée. Elle possède un mihrab de stuc finement ouvragé. أشهد أن محمد على الصلاة حي على الصلاة La province de Kerman est une des régions les plus pauvres du pays. La survie des villages et des villes dépend des khanats qui assurent l'approvisionnement en eau. Nous aurons l'occasion d'en reparler plus tard. Les installations le long de la route témoignent d'une intense activité économique.
Les usines sont nombreuses. Plusieurs trains circulent. Un peu avant Kerman, la terre devient rouge. Dans ce secteur se trouvent des mines de fer et de cuivre. Kerman, 1800 mètres d'altitude. La mosquée du Vendredi du XIVe siècle a ensuite été remaniée 2 siècles plus tard. Le pishtak d'entrée et les vannes sont décorés de faïences bleues et blanches à motifs floraux. Voici une des glacières que comptait la ville. Cette structure, en forme de dôme semi-enterré, avec des murs très épais faits d'un mortier spécial, servait à stocker de la glace accumulée dans des bassins durant les hivers très froids. Au-delà, on aperçoit, en très mauvais état, des restes d'une citadelle. Situé en surplomb sur une colline, le cimetière permet d'avoir une vue générale sur la ville. Cet édifice d'époque sassanide, à base octogonale et en pierre, faisait office de temple du feu ou de mausolée zoroastrien. La coupole seljoukide en briques a été ajoutée au XIe siècle. Une fabrique de tapis se trouve non loin de là. Nous avons l'autorisation d'y entrer pour apprécier le travail. Nous arrivons au musée zoroastrien. Tout à côté, dans un temple, brûle le feu sacré. Avant que les Arabes ne viennent conquérir et islamiser l'Iran, on y pratiquait d'autres religions dont la plus ancienne est le zoroastrisme, qui serait né au premier millénaire avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, les zoroastriens seraient encore au nombre de 30 000 en Iran, essentiellement installés dans les régions de Ispahan, Yazd et Kerman.
L'édifice Les Trois Dômes est un mausolée du XIXe siècle où dominent les tons turquoises des coupoles. La mosquée de l'Imam, d'époque seldjoukide, fin du XIe siècle, a été plusieurs fois restaurée. On peut encore y voir le mihrab et d'autres sculptures d'époque. Le marché de fruits et légumes précède l'entrée du bazar. Derrière un beau portail se trouve un théâtre d'époque safavide, XVIe-XVIIIe siècle. Dans le bazar, au fil des allées, on peut faire de multiples découvertes. Un ancien hammam, une place, un caravansérail. De belles coupoles décorées. Dans cet autre hammam figurent sur le portail des scènes de chasse d'époque Kadjar. Ce hammam, restauré et transformé en musée, renseigne sur les pratiques d'hygiène encore utilisées jusqu'au début du XXe siècle. On y voit les petits métiers aujourd'hui disparus, les soins d'hygiène ou de médecine, alors pratiqués dans le hammam. Toutes les classes de la société ne fréquentaient pas les mêmes salles. Le cuivre abonde dans cette région. Aussi, une allée entière du bazar est-elle consacrée aux objets en cuivre. C'est la sortie du bazar. On retrouve la circulation des voitures.
4 voitures sur 10 sont de marque Peugeot. À quelques dizaines de kilomètres de Kerman, de grandes étendues de pistachiers donnent les pistaches réputés les meilleurs du pays. À l'arrêt, le chauffeur se détend un peu avec quelques exercices traditionnels. Sur l'autoroute, des camions, nombreux, assurent le trafic entre les ports du sud et Téhéran et le nord du pays. Les traces des routes caravanières sont toujours visibles. Ce caravansérail des XVIe et XVIIe siècles, longtemps abandonné, a été restauré et transformé en hôtel-restaurant. L'arrivée à Yazd est toute proche. À Faraj, la mosquée du Vendredi, datant de la deuxième moitié du IXe siècle, serait une des plus anciennes mosquées du pays. Les mosquées de cette époque ne comportent pratiquement aucune décoration. Autour de la mosquée s'étend un petit village particulièrement pittoresque. Cette curieuse construction en bois, un acle, que nous verrons aussi en d'autres lieux, est porté en procession par des dizaines d'hommes lors de fêtes religieuses. Quelques kilomètres plus loin, nous arrivons au village zoroastrien de Cham. Sur la colline, à l'extérieur du village, se dresse une tour du silence. Un arbre énorme, plusieurs fois séculaire, se dresse tout à côté du temple du feu. Aujourd'hui, seules 4 à 5 familles occupent encore le village. Les bâtiments, construits au pied des tours du silence, recevaient les familles lors des cérémonies funéraires. Les tours du silence sont de grandes constructions circulaires à ciel ouvert. Là, les zoroastriens exposaient leurs défunts sur le sol recouvert de pierres. Enterrement ou crémation étaient proscrits,
pour ne souiller ni la terre ni le feu. Les vautours déchiquetaient les corps et les os étaient ensuite jetés dans un trou au milieu. Notre autel est installé dans une maison traditionnelle avec cours et bassins. À Yazd, 2 tours du silence, l'une d'1 siècle, l'autre de 2 siècles, s'élèvent sur les collines à l'extérieur de la ville. Les proches restent en prière dans les maisons en bas. Seul un prêtre et un membre de la famille accompagnent le défunt en haut de la tour. Depuis 1975, les dépouilles des zoroastriens ne sont plus exposées, mais inhumées dans un cimetière. Pour ne pas souiller la terre, les tombes sont tapissées de ciment. Dans la vieille ville de Yazd subsistent encore de belles citernes avec des tours avant. Le mausolée de Rokoddin date du XVe siècle. C'est un lieu de prière, ce jour-là réservé aux femmes. La belle coupole de briques est actuellement en restauration. La mosquée du Vendredi date du XIVe siècle. Le pishtak d'entrée est surmonté de 2 très hauts minarets. Yazd n'est pas en zone sismique. Les vannes, hauts et étroits, est recouvert à l'intérieur de stalactites. On pénètre par des portes massives dans le vestibule. La coupole de la salle principale et le mihrab à stalactites entièrement décoré de faïence du XIVe siècle sont très beaux. Sur ce panneau sont écrits les noms de Mohamed et Ali. Sur celui-ci, le nom d'Allah. Les fidèles utilisent ces petites pierres lors de la prière. Il y a très souvent une salle d'hiver dans les mosquées. Une autre salle du XIVe siècle.
Un escalier descend 40 mètres plus bas vers le Qanat qui dessert toujours la mosquée. Dans la vieille ville, les maisons sont construites avec de hauts murs en briques de Pizé. Les belles portes de bois ont 2 marteaux avec 2 sons différents, celui de gauche pour les hommes, celui de droite pour les femmes. Le mausolée des 12 imams est un témoignage de l'architecture des Seldjoukides du XIe siècle. L'édifice, appelé prison d'Alexandre, est en fait une école coranique du XVe siècle. La province de Yazd, riche en silice et en kaolin, est une zone de fabrication de céramique. La riche maison Laria présente une architecture typique des régions bordant les déserts, avec de hauts murs, une cour intérieure, un bassin, un jardin. La décoration intérieure témoigne de l'opulence des propriétaires. Le déjeuner est pris dans un ancien hammam transformé en restaurant. Le jardin de Daulat Abad
remontant à la Perse, mêlant arts martiaux, chants, musique et spiritualité. Ce rituel a longtemps été un symbole de résistance, d'abord face aux Arabes, puis face au sunnisme. Le désert s'étend de part et d'autre de l'autoroute, très fréquentée par les camions. Encore un caravansérail, mais non restauré. Les bâtiments les plus petits accueillaient les animaux. Dans l'est du pays, il y a beaucoup de contrebande. Les dromadaires ne servent plus pour les caravanes, mais sont utilisés pour leur viande ou par les contrebandiers. Dans de petits ateliers de tissage, troglodytes, on tissait des étoffes en laine de chameau pour les religieux. Ces ateliers sont à présent presque tous abandonnés. À côté, dans la maison familiale, les femmes fabriquaient un tapis. La mosquée de Naïn, construite en briques, remonte au Xe siècle. Il y a une belle décoration de stuc avec des motifs géométriques et floraux, des calligraphies, mais pas encore de céramique. Et un beau minbar du XIVe siècle. La cour de la mosquée, entourée de portiques, mais sans évane, est protégée du soleil. Les femmes arrivent à la prière. La maison Pirnia est une belle demeure typique de l'époque safavide, XVIe, XVIIe siècle.
Ispahan, sûrement la plus belle ville d'Iran, est remarquable par ses monuments, parmi lesquels ses nombreux ponts sur la rivière Zayandeh-Rud. Le pont Charestan, le plus ancien, date du XIIe siècle. Le pont Kajou, construit en 1650, 132 mètres de long, 24 arches, est un pont à vannes important pour la gestion de l'eau. Endroit très pittoresque à toute heure de la journée, il constitue souvent un lieu de fraîcheur et de détente. Le pont des 33 arches, construit en 1600, est le plus long de la ville. Il relie Ispahan au quartier arménien de Djolfa. Les ponts sont les lieux de promenade préférés des habitants. Le pont Djoubi était autrefois un aqueduc. Tout en haut de l'hôtel, le restaurant panoramique et tournant offre une vue très étendue de la ville. Pour le plaisir, retour au soleil levant sur le pont Kajou, plus calme à cette heure de la journée et éclairé par une belle lumière. Et la nuit tombée, c'est ainsi qu'il apparaîtra, bien illuminé, avec une foule d'Iraniens venus pique-niquer. La mosquée du Vendredi est très complexe par sa taille et sa construction, étalée du 8e au 18e siècle. La partie la plus ancienne, d'époque seldjoukide, 11e-12e siècle, présente des colonnes, des murs et de petites coupoles de briques. Située derrière les vannes sud, une salle immense est recouverte d'une grande coupole de briques du XIe siècle. Le mihrab a été rajouté au XVIIe siècle. Dans la cour, 4 évanes décorées de mosaïques, la plupart du XVe siècle, et au centre une fontaine aux ablutions.
L'évan sud, encadré de 2 minarets, est le plus richement décoré, de mosaïques ajoutées au XVIe siècle. Les tons bleus et turquoise dominent à l'extérieur, les tons ocre à l'intérieur. Au-dessus de l'évan ouest, une petite tour sert pour l'appel à la prière. À sa droite s'ouvre une petite salle contenant le mihrab de stuc d'Udjaitu daté de 1310. Il y a aussi dans ce secteur une salle d'hiver. L'évan nord permet de gagner une salle à colonnes surmontée d'une grande coupole, la deuxième de la mosquée. Deux vizirs ennemis ont voulu rivaliser, c'est pourquoi la mosquée possède 2 coupoles. La sortie de la mosquée donne sur le bazar. Au nord d'Ispahan, non loin de la mosquée du Vendredi, se trouvent aussi 2 constructions remarquables. Le minaret d'Ali, d'époque seldjoukide, en briques, haut de 50 mètres, a longtemps servi de phare aux caravaniers. Surmonté d'une coupole, le mausolée de Haroun Velayat, bâti en 1513, possède de belles décorations de faïences et peintures. Au XVIIe siècle, de nombreux pigeonniers se trouvaient dans la campagne autour d'Ispahan. La fiente des pigeons était utilisée comme engrais dans les champs. Aujourd'hui, ces pigeonniers sont au milieu de la ville. Les Arméniens occupent le quartier de Djolfa, au sud d'Ispahan, depuis le XVIIe siècle. Florissant quartier commerçant, il est à présent beaucoup plus paisible. Comme les autres églises, la cathédrale orthodoxe Saint-Sauveur date de cette époque. Les murs, très chargés, sont entièrement recouverts de fresques. L'une de ces fresques représente le martyre, puis la réhabilitation de Saint Grégoire. Dans le musée attenant, un secteur rappelle le génocide arménien. De nombreux Arméniens s'étaient spécialisés dans la vente des tapis. Tapis, et comme j'ai dit, on va vous présenter les tapis arméniens qu'on trouve nulle part. Retour vers le centre-ville. Le palais des 8 paradis,
Un petit palais d'agrément construit en 1699 a été remanié par les Kadjars puis les Pahlavis. C'est un bâtiment octogonal avec une grande salle centrale surmontée d'une coupole, entourée de petits salons. Des fresques ornent les murs à l'intérieur et à l'extérieur. En coupant à travers un parc qui honore des calligraphes et des artistes célèbres, nous gagnons la place royale. Créée par la dynastie safavide du XVIe au XVIIIe siècle, la place royale concentrait toutes les activités, les commerces, les fêtes, les exécutions capitales. Deuxième plus grande place au monde avec une longueur de 500 mètres, elle est bordée de monuments remarquables. Un peu en retrait de la place, le palais des 40 colonnes, situé dans un beau parc avec des bassins, est destiné aux cérémonies officielles et réceptions. La grande salle d'audience est ornée de grandes fresques avec des scènes de bataille ou de vie de cour safavide, 16e, 17e siècle. Tout autour de la salle, des peintures plus petites, semblables aux miniatures persanes, représentent des scènes d'amour. Sur les murs extérieurs, on retrouve l'influence occidentale. Louis XIII, Anne d'Autriche et Richelieu. Au fond de la place royale, la mosquée de l'Imam a été commandée en 1611 par Shah Abbas. L'énorme portail d'entrée, encadré de 2 minarets turquoises, est très décoré. À l'arrière, décalé un peu à droite, se dressent les vannes principales à minaret et la salle de prière surmontée d'une coupole.
La coupole à double coque, actuellement en restauration, 52 mètres à l'extérieur, 38 mètres à l'intérieur, n'a pas la même forme dedans et dehors. De part et d'autre de la cour se trouve une école coranique. Cette médersa d'hiver a des cellules pour les étudiants. La décoration de la grande salle de prière, avec des tons bleus, blancs et or, est particulièrement élégante. Le mihrab et le minbar sont en marbre. Dans la médersa d'été, il n'y a pas de cellules. La mosquée du Cheikh Loftola, bâtie aux environs de 1598 par Shah Abbas, n'a pas de cour à 4 évents, ni de minaret, mais une salle unique de prière au décor somptueux. Elle est surmontée d'une splendide coupole. En sous-sol, la salle d'hiver. De nombreux artisans sont installés dans le secteur de la place Royale. Celui-ci réalise des miniatures. Cet autre imprime des tissus à l'aide de tampons. Parce que tous les détails qu'ils ont besoin se trouvent à l'intérieur. Premier tampon noir. Et le travail. À partir du deuxième tampon, on a besoin d'une grande expérience. Là, c'est le travail des pierres précieuses et notamment des turquoises. Le palais Ali Kapou servait de pavillon de réception et aurait été une résidence favorite de Shah Abbas, XVIIe siècle. Depuis la terrasse, le souverain pouvait assister aux différentes manifestations de la place royale.
Le 6e et dernier étage abrite une remarquable salle de musique. Les espaces semi-désertiques sont veillés par de hautes montagnes. Bientôt, la route remonte une vallée verte qui conduit dans la montagne à 2500 mètres d'altitude au pittoresque village classé d'Abiané. À pied à travers les ruelles du village, nous découvrons l'architecture typique de la montagne iranienne. Des murs en briques de pisé et du bois largement utilisé. Le bois autrefois était abondant sur place. Les villageois, il en reste 500 environ, tardivement convertis à l'islam, portent encore les vêtements traditionnels. De la colline faisant face à Abiané, il est possible d'embrasser le village dans son ensemble. Les nombreux trous dans la montagne étaient des abris pour les troupeaux en cas de chaleur excessive ou de grand froid. Encore des Iraniennes qui veulent se faire photographier, ici dans le Car. En lisière de la ville de Kashan se trouve un reposant mausolée du XIXe siècle.
Au centre de Kashan, la mosquée Aga Bozorg de la fin du XIXe siècle présente un plan original. Dans la cour, 2 évans seulement. La cour, entourée d'arcades simples, comprend une deuxième cour en contrebas aménagée en jardin où se trouvent les chambres de la médersa. La grande salle de prière, ouverte sur 3 côtés, permet au courant d'air de circuler et d'atténuer la chaleur. Arrêt à un centre commercial ultramoderne en bordure d'autoroute. Les dernières images illustrent bien le paradoxe de l'Iran. D'une part, un pays très religieux, conservateur, avec un chômage important, une inflation galopante, une économie en difficulté, qui a beaucoup souffert et souffre toujours de l'embargo américain, la guerre avec l'Irak et l'embargo des Nations Unies occidentales. Il y a des usines, des raffineries, mais qui fonctionnent avec une technologie dépassée. Avec la révolution islamique de 1979, 5 millions d'Iraniens ont quitté le pays, dont un bon nombre d'intellectuels, et ceux qui aujourd'hui occupent les postes clés manquent souvent de compétences. D'autre part, un pays moderne qui possède de nombreux atouts, du pétrole, du gaz, des ressources minières, un excellent réseau routier et une population accueillante, chaleureuse, dynamique, qui veut évoluer. Beaucoup de femmes travaillent à l'extérieur. Il y a toute une jeunesse délurée qui prend des libertés avec les interdits. Vêtements, alcool, loisirs, qui veut vivre libre. Les autorités ferment les yeux pour éviter une crise sociale. Les choses évoluent lentement, car on ne veut pas reproduire les excès des pays voisins. Mais elles bougent, et le pays est beaucoup moins fermé qu'on ne pourrait le croire.